je veux plonger sur un sujet qui fait réfléchir, c'est-à-dire les choix politiques du Québec et leur impact sur notre économie, parce qu'il faut savoir que notre province est assise sur l'une des plus grandes réserves de gaz naturel et on choisit quand même d'importer le gaz naturel au lieu d'exploiter nos propres ressources. Et je veux explorer un peu les conséquences de ces décisions-là au niveau de vos impôts, au niveau des emplois, puis au niveau de l'avenir économique du Québec, de notre province. Et vous allez voir que c'est pas juste une question d'environnement puis de réchauffement climatique, il y a des impacts économiques à prendre la voie de l'énergie renouvelable. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je vais vous parler des dernières nouvelles du côté de l'économie canadienne. Donc, la semaine passée, on a pu constater que le taux de chômage il a atteint 6,8% au Canada. Donc, ça, c'était pour le mois de novembre. Il y a quand même eu 51 000 nouveaux emplois créés le mois passé. Donc, ça, c'est à travers le pays. Mais reste que, de un, le nombre d'emplois, visiblement, n'était pas suffisant par rapport au nombre de personnes qui cherchent une job. Et de deux, parmi les 51 000 nouveaux emplois, là-dedans, on parle de 45 000 nouveaux emplois dans le secteur public. Donc, encore une fois, c'est des emplois auprès du gouvernement, donc des fonctionnaires et d'autres personnes qui travaillent pour les services publics. Et si on regarde le taux de chômage sur une période de 12 mois, donc au courant de la dernière année, le taux de chômage est passé de 5,8 à 6,8. Donc on parle d'une remontée de 1% à travers le Canada. Et encore une fois, 1%, ça n'a pas l'air super gros, ça n'a pas l'air, c'est 1%. Mais pour chaque hausse d'1%, dites-vous que ça représente des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans emploi. Et comme n'importe quelle statistique, on ne ressent pas grand-chose par rapport à ça. Là. Pour nous autres, c'est juste un pourcentage. Mais il ne faut pas oublier que il y a du monde qui ont réellement perdu leur job, qui reçoivent plus de paye, puis là, ils ont encore des paiements à faire, faut l'épicerie leur coûte cher, eux autres aussi, puis là, c'est Noël dans 2 semaines. Et c'est sûr que de notre bord, en tant qu'investisseur autonome, on regarde les statistiques froidement, on veut se faire une idée de l'état de l'économie, mais comme je vous dis, derrière les chiffres, il y a des vraies personnes là-dedans. Puis, il y en a qui vont passer un très mauvais temps des fêtes. Donc, il ne faut pas oublier cet élément-là. Mais bref, dans le dernier épisode du mardi, j'avais dit que je prévoyais que le taux de chômage allait finir l'année pas loin de 7%. Puis honnêtement, j'étais pas loin de la vérité. Tu sais, au fait, j'anticipe également que la tendance haussière du côté du taux de chômage, ça va se poursuivre en 2025. Donc, on va dépasser, à mon avis, le 7% au début de l'année 2025. Et en parlant de la faiblesse du marché du travail au Canada, demain, la Banque du Canada va annoncer sa décision par rapport au taux d'intérêt. Donc, de mon côté, je prévois une baisse de 25 points de base. Et si c'est le cas, le taux directeur passerait de 3,75 à 3,5. Donc, on finirait l'année 2024 à 3,5%. Et si jamais il opte pour une baisse de 50 points de base, donc 0,5%, pour moi, c'est un signal clair que du côté de la Banque du Canada, on commence à s'inquiéter pour l'économie canadienne. Par contre, en baissant les taux d'intérêt comme ça, il faut comprendre que la valeur du dollar canadien, elle mange encore une claque. Et déjà, le taux de change est rendu pas loin de 1,42 par rapport à la devise américaine. Et c'est drôle parce que la plupart du monde se concentre uniquement sur les annonces du taux directeur. Mais il ne faut pas oublier que si nos importations coûtent plus cher, ça va finir par se refléter sur le prix des produits qu'on consomme. Par exemple, on peut penser au prix de l'essence et du diesel, certaines sortes de fruits qu'on importe, le café, les véhicules, les pièces automobiles et même principe pour les produits électroniques. Grosso modo, ça affecte le prix de tous les produits qu'on ne produit pas à l'intérieur du Canada. Donc, il ne faut pas oublier ce facteur-là. Oui, la baisse des taux d'intérêt, c'est fantastique, puis ça fait souffler un peu l'économie, mais il y a un impact de l'autre côté, du côté macroéconomique, par rapport à la dépréciation du dollar canadien.
Et tout ça pour dire que demain, c'est sûr que c'est une baisse du côté du taux directeur. Et là, à savoir si c'est 25 ou 50 points de base, ça dépend vraiment du point de vue de la Banque du Canada par rapport aux dernières données économiques qui ont été publiées. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que quand une banque centrale se met à diminuer les taux d'intérêt à ce rythme-là, c'est qu'ils veulent éviter un ralentissement économique. Sauf que moi, j'ai comme l'impression qu'il est un peu trop tard et qu'on est déjà, en fait, présentement à l'intérieur d'une récession, même si techniquement, c'est pas le cas là, si on considère la croissance du PIB. Mais je pense que ça va devenir indéniable en 2025 parce que avec les nouvelles cibles d'immigration du fédéral, on n'aura plus la forte croissance de la population pour venir soutenir notre produit intérieur brut. Et à ce moment-là, on ne pourra plus camoufler la contraction de l'économie canadienne. Donc, ça ressemble à ça, ma prédiction pour les taux d'intérêt à court terme. Sinon, suite à l'annonce du gouvernement du Québec qui allait investir un petit 18 millions de dollars dans la compagnie NanoOne. NanoOne qui est un fabricant de cathodes, encore une fois pour la fameuse filière batterie. Et en fait, cette annonce-là, ça m'a donné l'idée de vous parler de certains choix politiques du côté provincial, donc à l'intérieur du Québec, qui ont contribué à nous amener dans la situation actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on semble avoir mis la priorité sur les changements climatiques et l'environnement, du moins par rapport à certaines décisions vis-à-vis des investissements et des réglementations dans quelques industries, entre autres avec la transition vers les voitures électriques et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur de notre territoire. Premièrement, les hydrocarbures, c'est quoi? En fait, ça inclut le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et évidemment, on peut se servir de ces ressources-là pour produire de l'énergie et également différentes sortes de carburants comme l'essence, le diesel puis le propane. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui interdit l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur du territoire québécois. Encore une fois, c'est basé sur des raisons environnementales et climatiques. Et à la place, le Québec a décidé de miser all-in sur l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable. Et je vous l'accorde, c'est beaucoup plus propre que les hydrocarbures. Par contre, ça va venir avec des effets négatifs sur notre économie. Je vous explique, là. Le Québec, il est littéralement assis sur l'une des plus grandes réserves de gaz naturel inexploitées qui se trouve principalement dans les basses terres du Saint-Laurent et dans la région d'Anticosti. Et je vous dis ça parce que souvent, on entend que l'Alberta, c'est une province beaucoup plus riche que le Québec. Et on constate aussi que là-bas, le taux d'imposition est beaucoup plus bas, autant pour les citoyens que pour les entreprises. Et il n'y a pas non plus de taxe de vente provinciale. Il n'y a pas comme l'équivalent de la TVQ en Alberta. Et tout ça, c'est pas un addon non plus. L'Alberta, elle exploite les hydrocarbures depuis plusieurs dizaines d'années. Et cette province-là, elle génère des milliards de dollars avec le pétrole et le gaz naturel. Si le Québec est une province moins riche que l'Alberta, ultimement, ça découle des choix politiques qu'on a faits. Le fait que l'Alberta génère autant d'argent avec le secteur de l'énergie, c'est ça qui lui a permis de créer des emplois payants et également d'offrir de meilleurs avantages fiscaux à ses citoyens. De notre bord, les Québécois, nous, on est les plus imposés et on a la taxe de vente provinciale la plus élevée au pays. Et une des raisons derrière ça, c'est que le Québec a privilégié l'hydroélectricité et les services publics. Oui, c'est plus écologique, mais c'est clair que ça crée un manque à gagner énorme du fait qu'on passe à côté des revenus de l'industrie des hydrocarbures. À la place d'exploiter notre propre réserve de ressources naturelles, de créer des emplois payants dans notre province et ultimement d'améliorer notre économie en exportant du gaz naturel, à la place de ça, on décide plutôt d'importer notre gaz naturel directement de l'Alberta. Il faut comprendre que ça affecte aussi
le prix que les Québécois doivent payer pour le gaz naturel. Parce que si vous êtes avec Énergir, c'est sûr que votre facture vous coûte plus cher que si on produisait le gaz naturel à l'intérieur de notre territoire. Parce que oui, tu payes la matière première, mais il y a également des frais de transport. Là, ça part de l'Alberta pour arriver jusqu'au Québec. Donc, il y a un coût à ça. Donc, en résumé, le Québec a fait des choix qui privilégient l'environnement, mais reste que ces décisions politiques-là, ils viennent avec des conséquences économiques. L'interdiction d'exploiter nos propres ressources naturelles, ça signifie qu'on se prive de revenus massifs qui pourraient alléger notre fardeau fiscal. Et l'objectif ici, c'est pas de dire qu'on aurait dû tout miser sur les hydrocarbures, mais c'est de mettre en fait en lumière le coût de ces décisions-là et d'avoir en fait une petite réflexion vis-à-vis notre penchant vers l'énergie verte, dans le sens que est-ce qu'on aurait pu trouver un équilibre entre le développement économique et le respect de l'environnement? Et l'autre question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt collectivement à assumer le prix de ces choix-là, que ce soit avec des impôts plus élevés, un coût de la vie qui continue de grimper, un budget déficitaire, un déficit de 11 milliards, une crise du logement, etc. Et c'est sans compter tout l'argent qu'on a perdu avec les investissements du gouvernement dans l'industrie des véhicules électriques. On peut penser à Lion Électrique, à Taiga Motors et récemment avec Nordvolt qui se met à l'abri de ses créanciers. Il y a vraiment un contraste à faire avec l'Alberta, qu'eux autres ils ont choisi complètement une autre voie en tirant profit de leurs ressources naturelles pour après ça venir financer des services publics, réduire les taux d'imposition, puis ensuite de ça réinvestir dans leur économie. Tandis que durant ce temps-là, au Québec, on continue de s'endetter pour réussir à maintenir nos programmes sociaux. On coupe sur les dépenses dans le réseau de la santé. T'sais, pour moi, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure stratégie et que c'est une approche qui est durable dans le temps. Et pour conclure, je vais vous laisser avec une dernière réflexion. Et au fait, le questionnement pour moi, ça dépasse les hydrocarbures versus l'hydroélectricité. C'est plus au niveau de la vision qu'on a pour l'avenir de notre province. Parce que, pensez-y 2 minutes, est-ce qu'on a vraiment le luxe de se priver des revenus du secteur de l'énergie, de se priver des emplois qui découleraient de cette industrie-là? Puis en plus de ça, on vient gambler l'argent des contribuables sur la nouvelle industrie des véhicules électriques. Est-ce qu'on n'est pas en train de freiner notre potentiel pour la cause du réchauffement climatique mondial sans tenir compte de notre propre réalité économique, puis sans tenir compte des impacts que cela a sur nos portefeuilles? C'est la question sur laquelle je termine l'épisode. J'espère que ça va vous faire réfléchir, que ça vous a fait réagir un peu. J'espère également que vous avez apprécié le contenu de l'épisode. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.